Bonsoir à tous et bienvenue. 6 jours encore et le tabouret royal cérémoniel Katakle va revenir au bercail. C'est un exploit de la diplomatie culturelle du Bénin selon les autorités du pays. Le 13 mai prochain, le vestige va quitter le musée national de Finlande pour être le 27e trésor royal emporté du temps de la colonisation et repris par le Bénin. Il faut évaluer la réforme d'organisation d'un examen national de licence et master. Les promoteurs d'établissements privés d'enseignement supérieur le souhaitent de tout leur vœu. C'est une mesure qui n'a engendré essentiellement que des frustrations dans leur secteur. Ils en ont discuté avec la ministre conseillère à l'enseignement supérieur. Et puis, évaluation du mécanisme d'examen de l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Le Haut-Commissariat à la prévention de ce fléau au Bénin tient un atelier à ce propos à Cotonou avec des experts internationaux. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts du Bénin et le Musée national de Finlande annoncent la restitution du Katakle, un tabouret royal cérémoniel à l'État béninois. Mardi prochain, le 13 mai, une cérémonie officielle va se tenir à Cotonou pour marquer le transfert de propriété et le retour du Katakle sur le territoire national. Ce retour marque une nouvelle étape dans les efforts continus du Bénin pour récupérer son patrimoine culturel conservé à l'étranger. Jean-Tony Po, Virgile Arrodeillon. Le Katakle provient du royaume du Dahomey, fondé au XVIIe siècle sur le territoire situé dans l'actuelle République du Bénin. Le terme désigne un siège royal à 3 pieds, utilisé lors des cérémonies officielles pour symboliser la stabilité, le pouvoir et l'unité. Il représente le premier siège utilisé pour le sacre du roi. En 1892, lors de la conquête coloniale du Dahomey, les troupes françaises placées sous le commandement du colonel Alfred Dodds se sont emparées de plusieurs biens précieux dans le palais royal du Dahomey. Le Katakle fait partie des 27 pièces prises par le colon et transférées à Paris au musée d'ethnographie du Trocadéro, devenu musée de l'homme en 1937. Dans le cadre d'un échange portant sur 59 objets ethnographiques provenant d'Afrique, d'Asie et d'Océanie, le Katakle a été intégré aux collections du Musée national de Finlande en 1939. En novembre 2021, à la demande du gouvernement béninois, la République française a restitué au Bénin un ensemble de 26 œuvres sur 27 prises par le colon Dodds. Le Bénin a adressé une demande officielle de restitution du Katakle aux autorités finlandaises. Le Musée national de la Finlande a répondu favorablement après un travail de vérification approfondi mené en lien avec le musée du Quai Branly en France. Le processus a été consolidé lors de la visite officielle à Helsinki d'une délégation béninoise conduite par le ministre des Affaires étrangères Olusegun Adjadi Bakari les 4 et 5 novembre 2024. À la suite d'une correspondance en date du 10 décembre de la même année, signée du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts du Bénin, les experts des deux pays ont entrepris le processus d'élaboration du protocole opérationnel de la restitution. Un événement historique qui s'inscrit dans la continuité de restitution et de valorisation des trésors royaux du Bénin. La composition des épreuves du concours de recrutement des internes des hôpitaux a démarré. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a procédé au lancement effectif hier à la faculté des sciences de la santé de Cotonou. Les futurs recrues au profit du secteur de la santé vont renforcer le personnel soignant au terme d'un processus d'examen, de sélection de dossiers à la fonction publique et de publication de listes. Une trentaine seulement de candidats composent pour les épreuves écrites prévues pour prendre fin vendredi prochain. Compte rendu, Ouliat Sanoussi, Rachidi Soubérou. Après un tête-à-tête avec l'équipe d'organisation ici à la Faculté des sciences de la santé de Cotonou, la ministre de l'Enseignement supérieur lance officiellement le concours de recrutement des internes des hôpitaux organisé par le gouvernement. Les candidats retenus composent pour cette première journée en pathologie médicale. Dans le processus de cette année, 34 dossiers ont été reçus. Nous en avons finalement retenu 33. Donc vous avez là 33 candidats qui ont répondu présents et qui ont démarré la composition. Un jury spécial a été mis en place parmi les enseignants de rang magistral des 2 facultés de médecine Cotonou-Parakou. Chaque jour, pour chaque épreuve,
Les questions seront tirées. Le jury procède au tirage par les candidats et on formule ensuite l'épreuve. La composition de chaque épreuve écrite dure 2 heures. Au total, 4 épreuves sont prévues et cette première phase de composition écrite s'achèvera d'ici vendredi prochain. Les résultats du concours seront connus le 16 mai 2025. Les corrections seront également faites au fur et à mesure et on aura à sélectionner ceux qui auraient réuni une moyenne d'au moins 10 sur 20 pour pouvoir passer la deuxième phase qui constitue la phase d'épreuve orale. Ce sera la semaine prochaine. Nous avons constaté que les dispositions étaient bien prises. Nous avons constaté également la présence dans la salle de tous les candidats qui, sur leur visage, expriment leur disponibilité, leur niveau de préparation et qui ont abordé donc, la composition avec sérénité. Pour nous, c'est un bon signe de ce que la préparation technique a été une chose effective. Le concours d'internat est un concours de recrutement d'étudiants en médecine ayant validé au moins la 5e année des études médicales de base sans avoir soutenu la thèse de doctorat. Une fois admis au concours, la formation dure 5 ans et dans différentes spécialités. À la fin de la formation, ils obtiendront le diplôme de praticien spécialiste. Restons au 3e degré de l'enseignement. La réforme de l'examen national de licence, au lieu de profiter aux établissements privés d'enseignement supérieur EPES, s'est révélée infructueuse. C'est le cri de cœur des promoteurs. Ils ont échangé à ce sujet avec la ministre conseillère à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique. Au cours de l'audience accordée par Selami Médégan Fagla, les acteurs du secteur ont souhaité une évaluation de la mesure entrée en vigueur depuis plusieurs années déjà. Les détails avec Virgile Arroléon. J'ai beaucoup apprécié toutes les réformes du gouvernement, mais j'ai été déçu par la nôtre. Il est vrai que Aïe Théophane, promoteur de l'UATM Gaza Formation, fait ainsi allusion à la réforme relative à l'organisation des examens nationaux de licence au Bénin. Réforme mise en place sur la base de la réorganisation du secteur privé de l'enseignement universitaire et qui vise à valider les acquis des étudiants issus des établissements privés d'enseignement supérieur, EPES. Mais après 3 ans de mise en œuvre, la dite réforme s'est avérée infructueuse pour les EPES malgré la bonne volonté de leurs promoteurs. Nous ne sommes pas contre. Bien au contraire, nous avons démontré pendant les 3 années que nous étions disciplinés et que nous étions acquis à la cause, surtout qu'on avait beaucoup d'espoir. Mais très tôt, la campagne a dérapé. Le fait de vouloir mettre en ordre les EPES est passé comme étant que les EPES étaient des incompétents. Première réaction des parents, ils ont reculé et les effectifs se sont effondrés. Lorsque nous avons dit qu'il y a réforme, si l'évaluation n'a pas suivi, d'autres décisions n'ont pas suivi jusqu'à la date d'aujourd'hui et qu'on en est à l'installation de l'examen national et sa poursuite à vie, j'avoue que la réforme n'a pas porté ses fruits. Pour ces promoteurs d'établissements privés d'enseignement supérieur, il est donc urgent de marquer une pause pour évaluer. Par ailleurs, ils ont trouvé que le décret qui régit les EPES est dépassé. Des remarques à prendre très au sérieux selon la ministre conseillère à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique en raison du rôle important que jouent les EPES dans le système éducatif béninois. Je leur ai dit, pour ceux sur quoi on peut les aider, on va faire les plaidoyers nécessaires pour qu'ils aient gain de cause rapidement. Parce qu'il est important qu'ils puissent survivre à nos côtés, puisqu'ils permettent d'absorber le flux qui arrive d'année en année. Et s'ils n'ont plus les capacités, si ça se dépeuple chez eux, eh ben, c'est que chez nous, ça n'ira pas forcément mieux non plus, dans le public, je veux dire. Selami Médégan Fagla promet de maintenir les discussions avec les EPES. Pour la ministre conseillère à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, explorer toutes les pistes qui peuvent rendre le secteur privé de l'enseignement supérieur compétitif est plus qu'une urgence. Une mission d'évaluation est au Bénin dans le cadre du 2e cycle
du mécanisme d'examen de l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Les experts internationaux et les différents acteurs du Bénin échangent depuis hier à la faveur d'un atelier de 3 jours. Cette visite ce pays vise à mettre à jour les informations, compléter les données disponibles et aussi recueillir des exemples pratiques d'application des textes législatifs en vigueur au Bénin. L'atelier est organisé par le Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Compte rendu. Le Bénin est partie prenante de la Convention des Nations Unies contre la corruption et à ce titre, depuis 2016, le gouvernement déploie des efforts pour combattre le phénomène sous toutes ses formes. C'est pour évaluer son mécanisme de fonctionnement que cette mission est à Cotonou. Elle est composée des experts gambiens suisses et 2 personnalités du secrétariat de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Nous allons voir toutes les dispositions de la Convention paragraphe par paragraphe et les dispositions de la Convention sont certaines obligatoires et certaines facultatives et nous savons établir s'il y a une application correcte ou s'il y a des choses à améliorer dans cette lutte contre la corruption. L'idée, c'est de faciliter l'application de la Convention dans le cadre juridique du Bénin et de voir l'application pratique de la Convention. Au cours des travaux de cet atelier, les experts ont cherché à comprendre la politique du Bénin conformément aux dispositions de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Les moyens d'alerte et de répression ont été également expliqués par les acteurs nationaux et les responsables de la société civile. Depuis juillet 2024, l'opérationnalisation du Haut Commissariat à la prévention de la corruption est effective. L'équipe de Maître Jacques Migan travaille déjà à l'élaboration de la cartographie des risques et de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Mais le bilan concret du Haut Commissariat à la prévention, c'est d'abord en termes, vais-je dire, d'impact dans la conscience collective. Il faudrait, ou ne pas dire, il faut que chacun de nous puisse intégrer l'obligation d'adopter le cycle d'intégrité. Sans ça, il n'y aura pas de Bénin révélé. Nous sommes déjà au cœur du Bénin révélé, mais nous avons besoin de maintenir cette dynamique-là. La Convention des Nations Unies contre la corruption renforce celle contre la criminalité transnationale organisée. Elle contient toute une série de normes, de mesures et de règles que tous les pays peuvent appliquer pour renforcer le régime juridique et réglementaire de la lutte contre la corruption. Les résultats de cette évaluation permettront au Bénin d'améliorer sa gouvernance. Le président du Conseil économique et social a reçu hier le directeur général de Move Africa Bénin. Au menu des échanges, un accent particulier mis sur l'intensification de l'engagement de Move Africa Bénin en faveur du développement économique et social au Bénin. Les 2 personnalités ont exploré plusieurs pistes de partenariat, reconnaissant le rôle crucial du secteur privé dans l'amélioration du bien-être des populations. Eh bien, le conclave s'est ouvert à Rome. La fumée blanche est attendue pour annoncer l'élection du prochain pape à la suite du décès de François le 21 avril dernier. Toutes les attentions sont focalisées dans l'Église catholique et tournées vers la Cité du Vatican depuis ce soir. Le conclave de 133 cardinaux électeurs va faire connaître le 267e souverain pontife romain de l'histoire. Bien avant l'entrée en conclave, une messe a été dite ce matin même au Saint-Siège, présidé par le cardinal Giovanni Battista Re. Plus de précisions avec Candido Ngata. Une messe pour l'élection du souverain pontife romain, le 267e de l'histoire de l'Église catholique. La basilique Saint-Pierre qui accueille en matinée de ce mercredi 7 mai 2025 la messe d'invocation de l'Esprit Saint pour inspirer au mieux les 133 cardinaux électeurs à partir de cet après-midi dans la chapelle Sistine pour choisir parmi eux le successeur du pape François. Elle réunit les évêques, les prêtres et de nombreux fidèles, les cardinaux électeurs et non électeurs y compris. Une célébration présidée par le cardinal Giovanni Battista Re et doyen du collège des cardinaux. Elle est concélébrée par tous les cardinaux électeurs et non électeurs. Prions.
Ô Dieu, pasteur éternel, qui conduit ton peuple avec la sollicitude d'un père, accorde à ton Église un pasteur qui te soit agréable par sa sainteté de vie, vigilant et attentif dans les soins de ton peuple. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Cette célébration liturgique, seul événement de ce conclave ouvert au public, de plus d'une heure marque le début du 26e conclave de l'histoire pour l'élection d'un pape. Les cardinaux électeurs, à l'issue de cette célébration, se rendent à la maison Saint-Marthe où ils logent le temps du conclave. Ils y prendront leur déjeuner avant de se retrouver en procession en milieu d'après-midi pour se rendre dans le palais apostolique au premier étage pour rejoindre la chapelle Pauline d'où partira la procession d'entrée dans la chapelle Sistine au son de la Lituanie des Saints. S'en suivra le conclave proprement dit avec les votes qui se poursuivront les jours suivants jusqu'à l'élection du nouveau pape. Que la bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église, intervienne par sa maternelle intercession, afin que l'Esprit Saint éclaire l'esprit des cardinaux électeurs et les rende unanimes dans l'élection du pape dont notre temps a besoin. Durant le conclave, les cardinaux seront en isolement strict, coupés du monde extérieur, sans téléphone ni Internet. Chaque vote se déroule en 4 étapes, dont 4 scrutins par jour, 2 le matin, 2 le soir. Chaque candidat doit obtenir 2 tiers des voix pour être élu. Si aucun résultat n'est obtenu après 34 scrutins, soit le 13e jour, il y a possibilité d'élire à la majorité absolue ou de voter seulement pour les 2 noms arrivés en tête. Les bulletins sont brûlés après chaque scrutin, produisant la fameuse fumée noire, échec ou blanche succès. L'annonce du pape sera signalée par la fumée blanche depuis la cheminée de la chapelle Sistine. Ensuite, la sonnerie de la grande cloche de la basilique Saint-Pierre et la proclamation Habemus Papam qui signifie « Nous avons un pape » par le cardinal protodiacre Dominique Mamberti depuis le balcon central de la basilique. S'en suivront l'annonce du nom de règne choisi par le nouvel élu et la première bénédiction Ubi et Orbi du nouveau pape. Sport pour finir, les phases communales des championnats scolaires se referment dans les différentes communes du département de l'Ouémé. Les jeunes apprenants ont évolué dans les disciplines comme le volleyball, le basketball, le handball, le football et l'athlétisme. C'est une occasion pour les structures du ministère des Sports de faire de la détection. Le directeur départemental des sports de l'Ouémé était dans la commune d'Avrancou pour le constat. Reportage. Des enfants très motivés, décidés à montrer leur talent au cours de ces championnats scolaires dans le département de l'Ouémé. Ils ont en effet une occasion à saisir puisque ces championnats constituent en même temps une phase de détection de talents sportifs. Dans toutes les 9 communes, ça joue simultanément. Nous avons à la fin 695 matchs à livrer dans toutes les disciplines et dans les diocèses. Le ministère des Sports, à travers le programme PEPIDAS, qui est un programme d'action de gouvernement, a voulu révolutionner nos sports à travers la formation, la détection, la formation et la promotion des talents. Les conditions de participation à ces championnats sont strictes et au cours des différents matchs, les enfants sont scrutés par des professionnels dans les différentes disciplines. Les enfants qui participent sont dans la catégorie d'âge retenu et cette année, l'Ouémé, comme d'habitude, travaille pour avoir 0 tricherie en termes des âges. Et nous remercions tous les acteurs, les professeurs de pièces et les parents d'élèves qui nous laissent les enfants et qui permettent aux enfants de choisir et de développer le sport de leur choix. Je suis venu pour la détection des athlètes au volleyball U15. J'avoue que les coachs sont en train de faire un travail dans l'ombre et la belle preuve sur les qualités morphologiques. Je parle des tailles et puis les qualités physiques. Nous sommes en train de voir qu'il y a un travail qui est en train de faire au niveau des coachs. Le stade s'anime au football, au handball, au basketball, au volleyball, à l'athlétisme.
Et moi, je suis très content, je suis aux anges par rapport à ce qui s'organise dans le cadre du championnat scolaire. Et chapeau au gouvernement du président Patrice Talon. Les talents détectés seront rigoureusement suivis pour constituer un vivier pour le sport béninois dans toutes les disciplines. À la suite de cette édition, votre émission L'Info continue avec Wahab Ali Para et ses invités. Dr Damien Arwandokon, et il est coordonnateur du réseau des jeunes leaders du Bénin, et Kazimi Péjo, directeur de publication de La Nouvelle Économie. Ils mèneront le débat autour du sujet. Quelles attentes pour la jeunesse en 2026? Restez avec nous.